Un rat qu'on met dans une cage à 2 compartiments, c'est-à-dire dont l'espace est séparé par une cloison dans laquelle se trouve une porte, dont le plancher est électrifié intermittemment, et avant que le courant électrique passe dans le grillage du plancher, un signal prévient l'animal qui se trouve dans la cage que 4 secondes après, le courant va passer. Mais il ne sait pas au départ. Il s'en aperçoit vite. Au début, il est inquiet. Mais très rapidement, il s'aperçoit qu'il y a une porte ouverte et il passe dans la pièce à côté. La même chose va se reproduire quelques secondes après. Mais il apprendra aussi très vite qu'il peut éviter la punition du petit choc électrique dans les pattes en passant dans le compartiment de la cage où il était au début. Cet animal, qui subit cette expérience pendant une dizaine de minutes par jour, pendant 7 jours consécutifs, au bout de ces 7 jours, va être en parfait état, en parfaite santé. Son poil est lisse, il ne fait pas d'hypertension artérielle, il a évité par la fuite la punition. Il s'est fait plaisir, il a maintenu son équilibre biologique. Allez, viens, Thérèse, viens. René! Ce qui est facile pour un rat en cage est beaucoup plus difficile pour un homme en société. Dans cette seconde situation, la porte de communication entre les 2 compartiments est fermée. Le rat ne peut pas fuir. Il va donc être soumis à la punition à laquelle il ne peut pas échapper. Cette punition va provoquer chez lui un comportement d'inhibition. Il apprend que toute action est inefficace, qu'il ne peut ni fuir ni lutter. Il s'inhibe. Et cette inhibition, qui s'accompagne d'ailleurs chez l'homme de ce qu'on appelle l'angoisse, s'accompagne aussi dans son organisme de perturbations biologiques extrêmement profondes. Tu sais bien que si un microbe passe dans les environs, s'il emporte même sur lui-même, alors que normalement, il aurait pu les faire disparaître, là, ne le pouvant pas, il fera une infection. S'il a une cellule cancéreuse qu'il aurait détruite, il va faire une évolution cancéreuse. Et puis ces troubles biologiques aboutissent à tout ce qu'on appelle les maladies de civilisation ou psychosomatiques, les ulcères de l'estomac, les hypertensions artérielles. Ils aboutissent à l'insomnie, à la fatigue, au mal-être. Dans cette 3e situation, le rat ne peut pas fuir. Il va donc recevoir toutes les punitions, mais il sera en face d'un autre rat qui lui servira d'adversaire. Et dans ce cas, il va lutter. Cette lutte est absolument inefficace. Elle ne lui permet pas d'éviter la punition, mais il agit. Un système nerveux, ça ne sert qu'à agir. Ce rat ne fera aucun accident pathologique de ceux que nous avions rencontrés dans le cas précédent. Or, chez l'homme, les lois sociales interdisent généralement cette violence défensive. L'ouvrier qui voit tous les jours son chef de chantier dont la tête ne lui revient pas, il ne peut pas lui casser la figure, parce qu'on lui enverrait les agents. Et puis il faut bien qu'il y ait un chef. Il ne peut pas fuir parce qu'il serait au chômage. Joseph Estrade. Et tous les jours de la semaine, toutes les semaines du mois, tous les mois de l'année, tous les années, quelquefois qu'ils se succèdent, il est en inhibition de l'action. L'homme a plusieurs façons de lutter contre cette inhibition de l'action. Il peut le faire par l'agressivité. L'agressivité n'est jamais gratuite. Elle est toujours en réponse à une inhibition de l'action. Non, je bougerai pas. Oh, dis donc, c'est ma fille, hein.
Ainsi, répétons-le, cette situation dans laquelle un individu peut se trouver d'inhibition dans son action, si elle se prolonge, commande à toute la pathologie. Les perturbations biologiques qui l'accompagnent vont déchaîner aussi bien l'apparition de maladies infectieuses que tous les comportements de ce qu'on appelle les maladies mentales. Quand son agressivité ne peut plus s'exprimer sur les autres, elle peut encore s'exprimer sur lui-même de deux façons. Il somatisera, c'est-à-dire qu'il dirigera son agressivité sur son estomac, où il fera un trou, un ulcère de l'estomac. Sur son cœur et ses vaisseaux, il fera une hypertension artérielle, quelquefois même des lésions aiguës qui aboutissent aux maladies cardiaques brutales, les infarctus, des hémorragies cérébrales, ou des urticaires, ou des crises d'asthme. Il pourra aussi orienter son agressivité contre lui-même d'une façon encore plus efficace. Il peut se suicider. Et quand on ne peut pas être agressif envers les autres, on peut par le suicide être agressif encore par rapport à soi. Dès qu'on retrouve les contacts, et non pas une distanciation qui sera à vie, on peut à nouveau, on a une plasticité cérébrale, c'est l'une des grandes découvertes des neurosciences. Notre cerveau en permanence se renouvelle ses synapses. Il a ce qu'on appelle une plasticité, on peut la définir. La plasticité, c'est la capacité qu'ont les neurones à améliorer la communication entre eux. Donc dès qu'on retrouve des relations, immédiatement, notre cerveau qui est muni de cette plasticité va se reconnecter et il y a une amélioration. On s'est rendu compte que pour les personnes âgées, un manque de contact entraînait une montée d'une inflammation, qu'on peut dire chronique, et dès que les contacts reprennent, évidemment cette inflammation baisse. Et on sait depuis maintenant une dizaine d'années que le problème numéro un dans l'émergence des principales pathologies en termes de santé publique, c'est une inflammation chronique de l'intestin. Et d'ailleurs, vous voyez bien que dans la Covid-19, le problème fondamental pour les gens qui débordent, qui n'arrivent pas à être soignés à temps au début, c'est une inflammation chronique. On appelle ça des bouffées cytokiniques, qui rendent l'organisme incapable de gérer cette explosion de la défense immunitaire avec une action sur le système circulatoire, la libération de protéines pro-inflammatoires, et évidemment, on a une thromboembolie respiratoire pulmonaire qui s'installe. Donc, tout ça est paradoxal. On voit bien que les mesures ne tiennent pas compte des lois de la biologie. On a une psychoneuroimmunologie, c'est-à-dire qu'un stress psychologique a une action neurologique qui va en finalité agir sur la défense immunitaire et l'abaisser, et que l'être humain est fondamentalement un être de groupe, comme disait déjà Aristote, c'est un être qui a besoin d'échanges, et la distanciation sociale est une loi qui est contraire aux lois de la biologie. Ça serait nier l'essence même de l'espèce humaine, qui est une espèce de groupe comme tous les mammifères. Alors, selon vous, on est à quel stade de l'inhibition de l'action depuis 8 mois aujourd'hui ? Ça dépend. Les gens qui sont en télétravail ou les gens qui peuvent travailler, ils agissent. Mais le pire, c'est quand on peut pas, on peut plus travailler, on peut plus sortir. Voilà, la peur vient évidemment s'ajouter. Et c'est le pire puisque, en paraphrasant Descartes, on pourrait dire, qui disait « je pense donc je suis », c'est « j'agis donc je suis ». Donc le manque d'action est préjudiciable. Alors, dans un film « Mon oncle d'Amérique » d'Alain Resnais, qui illustrait les travaux d'Henri Laborie conclut le film en disant « Tant qu'on n'aura pas très largement diffusé à tous les hommes de cette planète la façon dont fonctionne le cerveau, la façon dont jusqu'à présent il l'utilise, et comment jusqu'à présent ça a toujours été utilisé pour dominer l'autre, il y a peu de chances que quoi que ce soit ne change sur cette petite planète. »